Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais évidemment, j'ai besoin de renfort et mon renfort aujourd'hui, Jean-Louis Tremblay. Parlez bien dans le micro, vous n'êtes même pas encore. Vous êtes trop à l'aise Non, je suis pas réveillé. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Journaliste au Figaro Magazine, on se tourne tous les deux vers notre invité du jour. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Caroline Galacteros. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes géopolitologue, docteur en sciences politiques, spécialiste des affaires diplomatiques et stratégiques, présidente de Géopragma et auteur de nombreux livres, dont celui qui a été préfacé par Hubert Védrine, Manière du monde, manière de guerre, aux éditions Nuvis. Et puis on va citer peut-être le plus récent, Vers un nouveau Yalta, aux éditions Sigest. Mais aujourd'hui, on célèbre évidemment une date particulière. On en a déjà beaucoup parlé dans cette matinale, la chute du mur de Berlin. Et il y a 33 ans exactement, il se déroulait ceci. Quelques heures plus tard, des milliers de Berlinois se pressent au point de passage qui jalonne le mur. Face à la foule, le lieutenant Harald Jäger est désemparé. Par téléphone, il demande des instructions à sa hiérarchie qui ne lui répond pas. Alors il ouvre la barrière. Des années plus tard, il se souvient. C'était la nuit la plus belle, mais aussi la plus terrible de ma vie. Terrible parce que j'ai réalisé que le parti m'avait laissé tomber. Ma vision du monde s'est effondrée cette nuit-là. Un effondrement dans l'euphorie générale. Ceux de l'Est sont accueillis à bras ouverts par ceux de l'Ouest. Et le mur de la honte devient celui du rassemblement. C'est le chaos, mais pas une seule goutte de sang n'est versée. Les autorités d'abord réticentes se joignent bientôt aux manifestants. En voyage en Pologne, le chancelier Kohl revient précipitamment. Oui, c'était un des plus beaux jours de toute ma vie. L'unité de l'Allemagne, c'était le but que j'ai toujours poursuivi. Un but rapidement atteint, puisque 11 mois plus tard, l'Allemagne est réunifiée et Berlin débarrassé de ses barbelés. Berlin libéré, Berlin débarrassé de ses barbelés. Le symbole de la fin d'une opposition entre deux blocs, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. L'URSS s'effondrera officiellement 2 ans plus tard, en décembre 91. Et le politologue américain Francis Fukuyama publie à ce moment-là ce célèbre livre « La fin de l'histoire » ou « Le dernier homme », portant avec lui cette conviction répandue que la fin de la guerre froide entre l'Ouest et l'Est marque le triomphe d'une démocratie libérale sur les autres idéologies politiques. Eh bien, 33 ans plus tard, l'histoire, cette fameuse histoire qui s'était terminée, se rappelle à nous. Ce qui se passe sur la scène ukrainienne nous rappelle peut-être à nos propres limites. Le monde n'est peut-être pas le monde unipolaire que nous croyons. Et c'est de ce sujet-là dont on va parler avec Jean-Louis Tremblay et Caroline Galacteros. Alors, Caroline Galacteros, je pense que sur ce point-là, vous êtes d'accord, le monde n'est pas le monde unipolaire dans lequel nous sommes bercés. Non, je pense que le fantasme de l'unipolarité du monde, à la fois idéologique, mais aussi économique, stratégique, etc., a fait long feu. Ça nous déplaît, évidemment, et il y a une crispation de ce que l'on appelle l'Occident, du bloc occidental qui essaie de se reconsolider sous férule assez nette quand même washingtonienne, oui. Mais malheureusement, l'idée qu'avaient les Américains à la chute du mur et à la réunification allemande, que, en fait, la fin de l'histoire, ce que disait Fukuyama, c'était la fin de l'histoire des autres. La fin des autres, à vrai dire. Et la façon dont, en nappe, le capitalisme libéral et la démocratie à l'occidental allaient pouvoir se diffuser et apporter bien-être, développement à l'ensemble de la planète. Or, depuis 30 ans,
on a assisté, si on fait la liste des grands conflits, sans parler de tous les autres facteurs d'instabilité partout dans le monde, mais les grands conflits dans lesquels s'est engagé l'Occident ont bien démontré que ça ne pouvait pas se passer aussi facilement, et d'autres parties du monde, d'autres modèles de puissance, d'autres même modèles capitalistes, d'autres formes de capitalisme, notamment le capitalisme d'État naturellement, se sont progressivement mises à émerger et maintenant à revendiquer même leur place. À revendiquer leur place et en tout ouais. cas à revendiquer le droit de contester cette espèce d'hégémonie mentale, tout autant que concrète, américaine. Après, il y a eu évidemment le discrédit, le discrédit avec l'Irak, le discrédit avec la Libye, le discrédit moral et politique de l'Occident. Si on fait le bilan je parle même pas de la Syrie, je parle pas du Yémen, et aujourd'hui, voilà, nous en arrivons à l'Ukraine parce que, d'une certaine façon, on est peut-être allé un peu trop loin. Alors, c'est justement ce bilan-là que je souhaiterais qu'on tire aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que les différentes guerres que vous avez citées, les différentes scènes internationales peu glorieuses dont peut se rappeler l'Occident, eh bien, c'est souvent au nom, je ne dis pas que ce sont les vrais objectifs, mais au nom de ces valeurs, des valeurs de l'Occident, des valeurs de libéralisme, de démocratie. Mais c'est tout le drame, c'est que les masques tombent. Moi, ça fait des années que tombent-ils vraiment? Mais c'est-à-dire qu'ils ont été, si vous voulez, la question des valeurs, la question des droits de l'homme, ont été instrumentalisés à un tel point que finalement, les masques sont tombés à un moment donné. Et je pense qu'à partir de la séquence irakienne, je pense que en Yougoslavie, dans les Balkans des années 90, que j'ai bien connu, on pouvait encore certains pouvaient se faire certaines illusions encore. Mais à partir de 2003, quand même, on a une guerre d'invasion claire, nette, sans raison véritable autre que les motifs profonds de l'Amérique pour la faire. Et après, ça va s'enchaîner. Je ne parle pas de toutes les révolutions de couleur, des printemps arabes et de tout ça. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème de l'Occident. C'est son discrédit moral, politique, et finalement la démonstration qui est faite que ce prétendu modèle universel ne marche pas et que la multipolarité doit être restaurée, et malheureusement, ça ne peut se faire que dans une forme de confrontation un peu difficile. Et l'Ukraine en paie le prix aujourd'hui. On va y revenir, oui. Jean-Louis Tremblay. Oui, effectivement, la thèse de Fukuyama a fait long feu. Et ce, très très rapidement, puisque 2 ans après la publication de ce livre, l'ex-Yougoslavie volait en éclats. Donc c'était le retour de la guerre à l'ancienne sur le continent européen, puisque cette guerre avait même des aspects médiévaux, avec des éruptions printanières, etc., etc. Et on a vu Washington intervenir directement, je pense aux accords de Dayton, et puis plus tard à la scandaleuse opération dite du Kosovo, en fait, qui consistait à punir la Serbie tout simplement, parce qu'elle ne s'alignait pas, et à soutenir un État crypto-mafieux qui est celui du Kosovo. Et porté vers l'islamisme. Porté vers l'islamisme, évidemment, pour installer aussi une immense base militaire, le camp Bondsteel, au Kosovo, donc en faire un point d'ancrage. Et je rappelle que c'est dans ce camp Bondsteel que transitaient les prisonniers, ces ennemis combattants, selon la formule consacrée par Rumsfeld et compagnie, c'est-à-dire que tous ces combattants d'Afghanistan ou d'Irak, anti-américains, étaient extradés, passés par le camp Bondsteel, parce que là, on pouvait appliquer ces fameux interrogatoires renforcés. C'était ni plus ni moins que de la torture. Donc c'est l'extraterritorialisation, si vous voulez, de la justice américaine, de la justice punitive américaine. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, ce qui
ce qui a changé en 30 ans, c'est que de nouvelles puissances sont apparues. Alors je mettrai, pour l'instant, on reviendra sans doute au conflit russo-ukrainien, mais mettons de côté la Russie dans cette histoire. Je pense d'abord, évidemment, à la Chine. Bon, la Chine qui a connu 3 phases. De 49 à 79, 30 ans, c'était la souveraineté, c'était Mao. Puis sous Deng Xiaoping, c'était l'ère dite de la prospérité, encore une phase de 30 ans. Et là, nouvelle phase de 30 ans dans laquelle nous sommes en plein avec Xi Jinping, c'est la restauration du rang qui lui est dû, que la Chine estime qu'il lui est dû. Voilà, donc d'hyperpuissance mondiale, à la fois démographique, économique, etc., et maintenant militaire. Donc, et c'est pour ça que les États-Unis font de la Chine l'ennemi numéro 1. Bien sûr qu'ils combattent la Russie de manière interposée, on le sait très bien, c'est une guerre de substitution, mais la Chine fait très très peur tout de même aux États-Unis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors, d'abord, je pense que les États-Unis ne peuvent pas ne pas avoir d'ennemis systémiques. Dans le cadre de l'Alliance Atlantique, il y en a 2 qui sont identifiés formellement, la Russie et la Chine. Pour moi, nous avons fait, quand je dis nous, les Occidentaux, à partir de la fin de la guerre froide, une erreur stratégique de très longue portée en continuant, sous diverses formes et de manière de plus en plus nette et claire, à essayer de repousser la Russie et d'affaiblir la Russie, au lieu de la récupérer. Donc ça, c'est une manœuvre effectivement américaine, mais à laquelle les Européens se sont prêtés très largement, avec l'élargissement de l'Europe et de l'OTAN en parallèle, et l'intégration de tous les anciens satellites soviétiques qui, évidemment, on peut les comprendre, n'avaient pas envie de se retrouver trop près de leur ancien mentor et maître. Voilà. Mais la manière dont l'Europe s'est structurée post-guerre froide a rendu impossible, de fait, cette récupération politique et stratégique de la Russie par l'Europe et au-delà par le bloc occidental. Pourquoi ? Parce que dans la géopolitique américaine classique, depuis plus d'un siècle, il faut empêcher absolument que l'Europe et la Russie ne se lient. Pourquoi ? Parce qu'une fois liées, elles constitueraient un bloc, un ensemble extrêmement puissant à tout point de vue au cœur de l'Eurasie. Ce serait vraiment le centre. Et jusqu'à nous, jusqu'à l'isthme, on va dire, de l'Union européenne, l'isthme européen. De l'Atlantique à l'Oural. De l'Atlantique à l'Oural, voilà. Donc, c'est ça le cauchemar géopolitique américain. Et voilà, on est arrivé, finalement, les Américains n'ont plus ce cauchemar, là. Enfin, le croient-ils ? On verra bien comment ça va évoluer. Ce qui est certain, c'est que je dirais que jusqu'au fond des mers, avec le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, le lien entre l'Europe et la Russie, et pire encore, entre l'Allemagne et la Russie, a été durablement mis à mal. Oui, rompu d'ailleurs, comme les gazoducs. Le problème, c'est qu'en faisant ça, évidemment, à plus longue portée, l'absence de volonté occidentale de récupérer la Russie, alors que la Russie n'a fait que demander cela entre 91 et au moins le Poutine des années 2007-2008, Géorgie, on va dire, opération Géorgie, eh bien, en refusant, en ne comprenant pas l'intérêt de faire cela, on a poussé, pour affaiblir l'Europe, la Russie dans les bras de la Chine. Et maintenant, alors c'est un couple difficile, c'est un couple comme tous les couples, qui n'est pas forcément équilibré, qui cherche ses appuis, on va dire, mais c'est évidemment quelque chose qui va de plus en plus s'opposer. Ce seront les 2 grands morceaux d'une nouvelle polarisation, donc qu'on a appelé de nos voeux, mais qui aujourd'hui est en train de prendre des proportions qui nous échappent. Oui. Voilà. Et donc, moi, j'appelle ça la bascule du monde. Ce qui est certain, c'est que l'Ukraine l'accélère singulièrement. Donc, on peut dire que, certes, Poutine a remis l'OTAN au goût du jour, en envahissant l'Ukraine, etc. Oui, bien sûr. Mais en même temps, tout ce qui se passe depuis cette invasion, depuis février dernier, ne va pas dans le sens de la volonté américaine. C'est-à-dire c'est la démonstration que l'hégémonie américaine n'est plus possible. Donc ça va mettre un certain temps
mais ça va se faire. La contestation concrète est en marche. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous dites on a nié cette multipolarité. Mais est-ce que une multipolarité était-elle possible réellement ? Vous dites l'OTAN, en fait, a cherché à avoir un ennemi systémique, donc d'une certaine façon, l'OTAN avait même besoin d'avoir un ennemi, donc d'avoir cette multipolarité. Ou alors une fausse multipolarité. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, il avait besoin de s'opposer à une puissance. On a besoin de guerre, oui. Mais ça, c'est malheureux, mais c'est ainsi. C'est que le système, j'allais dire humain, pas seulement international, mais l'homme, c'est comme ça. L'homme, c'est polémos. L'homme, c'est pas oui au pays des rêves bleus. C'est un truc, c'est extrêmement... Ça marche comme ça. Quand on dit, mais Poutine est dans le rapport de force, mais le monde entier est dans le rapport de force. Enfin, c'est d'une banalité confondante. Oui, bien sûr. Donc, on a besoin d'ennemis, on a besoin de guerre. Et il ne faut pas oublier que tout le système américain, toute l'économie américaine et toute la prétention à l'exceptionnalité politique américaine et à l'hégémonie sur le reste de l'Occident repose sur cette capacité à se présenter et à s'imposer comme le faiseur de paix, mais de paix par la guerre. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que tout ça, ça fait marcher le système. Et pas seulement le système militaro-industriel, ça fait tout marcher. Ça fait marcher le hard et le soft power américain en même temps. Donc, évidemment, il faut des guerres, et quand il n'y en a pas, on les fait. La fragmentation du Moyen-Orient, enfin bon, il y a des plans, c'est pas du complotisme, c'est une réalité, c'est des textes qui existent, Oui, mais donc, voilà. ce que vous nous expliquez montre bien qu'il n'y a jamais eu d'unipolarité, finalement. Enfin, il y a toujours eu des oppositions. Il y a Non, mais l'unipolarité revendiquée, c'est celle juste de l'hégémonie, c'est celle du contrôle, c'est celle de la domination. C'est-à-dire, nous avons le système qui peut marcher pour la planète entière. Après, si vous n'êtes pas content, on va au choc. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, qui expliquerait aussi ce droit d'ingérence sur les autres pays. Le droit d'ingérence, oui, absolument. Absolument. Donc, si on voulait aujourd'hui revenir, et je pense que ça va devenir de plus en plus impossible de faire autrement, si on veut restabiliser le système international, mais le veut-on ? Du côté occidental, il va falloir changer à la fois de méthode et aussi de mode de pensée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en permanence être dans le deux poids deux mesures, on ne peut pas parler de souveraineté, d'intangibilité des frontières et en même temps les bafouer quand ça nous arrange, on ne peut pas invoquer les Nations Unies et en même temps se passer de leur mandat quand ça nous arrange, on ne peut pas dire aux uns, voilà, vous déposez votre dirigeant, ça ne va pas du tout, il nous en faut un autre, et puis considérer que nous, on ne peut rien nous dire, rien nous demander. Si vous voulez, il y a un vrai problème sur les principes même de la régulation internationale. Je ne parle même pas de rapports de force militaire, etc. Il faut revenir au dialogue, au respect. Les États sont ce qu'ils sont. Les formes de démocratie sont très différentes. Les Russes, le pouvoir russe, qu'on le veuille ou non, se considère comme une démocratie. Alors, à la russe, souveraine, jusqu'à quel point sommes-nous, j'allais dire, c'est un anglicisme, entitled, enfin, de quel droit, pouvons-nous venir leur dire, mais ça ne va pas, ça ne correspond pas, c'est pas la note. Nous voyons bien que nous-mêmes, dans nos démocraties à nous avons un certain nombre de problèmes aussi, qui ne sont pas du même ordre, bien sûr, mais nous n'avons pas la même histoire. Bref, il faudrait un peu d'intelligence, de sens historique, arrêter de faire de l'anachronisme permanent, arrêter de penser aujourd'hui avec comme si hier n'avait jamais existé. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça commence probablement par la valeur qui n'existe plus sur la scène du monde aujourd'hui, ou plutôt qui existe entre certains hommes, certains grands chefs d'État, mais pas malheureusement dans ceux qui s'opposent très frontalement, c'est le respect. Voilà. Il faut respecter l'altérité. C'est difficile, c'est très difficile pour les Occidentaux, c'est une révolution. Hein. Voilà. Jean-Louis Tremblay ? Oui, alors ça c'est un paradoxe parce que effectivement en Occident on a le mot respect à la bouche en permanence, respect, mais on ne le pratique pas. Non. Et effectivement, l'une des raisons du choc actuel en Ukraine, c'est
le non-respect de l'autre pratiqué par l'Occident, c'est-à-dire considérer Poutine d'entrée comme de toute façon un faiseur de guerre et refuser tout dialogue. Or, la diplomatie, et vous le savez très bien, la diplomatie consiste à s'asseoir à une table de négociation et à parler. Voilà. Qui veut quoi et qui peut quoi. Sinon, c'est la guerre. Mais la guerre n'est pas perpétuelle. Il y aura forcément un moment donné où elle va s'arrêter, avec des gagnants et des perdants. Alors, on fait une petite pause, on va se tourner vers Emmanuel Noël pour les informations et on retrouve évidemment ce passionnant débat sur le nouvel affrontement Est-Ouest. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Caroline Galacteros est géopolitologue, docteur en sciences politiques, spécialiste des affaires diplomatiques et stratégiques, présidente de Géopragma et auteur notamment de Vers un nouveau Yalta aux éditions Sigest. Nous sommes également avec Jean-Louis Tremblay, journaliste au Figaro Magazine. Et nous revenons aujourd'hui sur cette date fondamentale. Il y a 33 ans s'effondrait le mur de Berlin. Aujourd'hui, on dresse le bilan. On pensait que c'était la fin de l'opposition Est-Ouest. Est-ce que finalement, cette opposition n'est pas plus vive que jamais? Évidemment, on revient aussi sur ces questions de multipolarité. C'est là-dessus que je voudrais revenir immédiatement, Caroline Galacteros. Vous l'expliquez, aujourd'hui plus que jamais, la scène ukrainienne nous rappelle la multipolarité du monde. Je voudrais vous poser une question, finalement, puisque on sent quand même dans votre discours que les Américains portent une responsabilité en tout cas sur les dernières tensions mondiales, internationales. Est-ce que vous croyez qu'il existe une multipolarité heureuse, pour reprendre l'expression connue d'Alain Minck, la mondialisation heureuse? Heureuse, c'est-à-dire la multipolarité, ça devrait être la forme naturelle de la coexistence mondiale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de convoitise, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des plus forts que d'autres, ça ne veut pas dire... Bien sûr, ça reste l'homme, ça reste l'homme, voilà, au singulier ou au collectif, mais c'est la réalité avec laquelle il faudrait travailler. Et quand on parlait tout à l'heure, quand Jean-Louis Tremblay parlait de dialogue, effectivement, c'est le vrai problème. C'est-à-dire qu'on peut dire que la Russie, depuis plus de 10 ans déjà, et même, à vrai dire, depuis le début des années 2000, depuis le début du projet américain de bouclier antimissile en Europe, qui a mis à mal l'équilibre, entre guillemets, de la terreur, l'équilibre de la dissuasion entre Russie et États-Unis, et OTAN. Depuis ce moment-là, la Russie a dit « Attention, il ne faut pas remettre en cause trop l'équilibre sécuritaire en Europe. Il faut se préoccuper de la sécurité en Europe. Nous ne pouvons pas avoir à nos frontières des bases militaires de l'OTAN qui, avec des armes stratégiques, qui viendraient rendre impossible nos actions en cas de... » Donc, si vous voulez, il y a tout un tas de sujets extrêmement importants pour la sécurité mondiale et pour la sécurité du continent européen qui n'ont pas été traités à l'initiative occidentale. Mais en fait, au final, en vous écoutant, on se demande si les Américains, je pense, n'ont jamais oublié la multipolarité. Puisque, vous le dites, ils souhaitent imposer une hégémonie, mais ils comprennent bien qu'il y a d'autres États qui peuvent être d'ailleurs des ennemis économiques ou politiques. En revanche, ceux qui l'ont peut-être vraiment oublié, c'est l'Europe. L'Europe qui, elle, s'est soumise aux Américains. Ah non, mais nous on est dans l'oubli de nous-mêmes, le renoncement à nous-mêmes, la satisfaction face à l'insignifiance. Alors on essaie de masquer la misère, si j'ose dire, par des grandes déclarations sur la souveraineté européenne, l'armée européenne, l'Europe de la défense, blablabla, blablabla. La réalité, c'est que les chars français, les chars Leclerc, n'ont pas eu le droit de passer par l'Allemagne hier. Donc voilà, la réalité, c'est que les rapports de force, c'est que l'Europe n'avait une chance d'avoir un peu de puissance collective qu'à partir de la reconnaissance
de la puissance individuelle de ces États membres. Or, comme on est dans une utopie européiste qui est fondée sur l'idée qu'il va y avoir un État européen, qu'on va faire les États-Unis d'Europe, mais en pire, enfin, vraiment de manière fédérale, etc., on est dans des choses qui sont juste totalement utopiques. Donc, comme ça ne marche pas, et qu'on est face à un défaut évident de capacité à compter, effectivement, on s'aligne et les États les plus importants ou ceux qui ont encore des réminiscences de la notion de souveraineté, l'Allemagne en est, comme la Pologne, mais de moins en moins la France, effectivement, eh bien, continue. Je parlerai aussi de l'Italie, continuent à pousser leurs agendas nationaux, y compris dans la relation avec les États-Unis. Parce qu'en ce moment, ce qui est très intéressant, c'est que la relation de l'Allemagne aux États-Unis et de la Pologne aux États-Unis est en train de se mettre en place. Donc en fait, en ce moment, et la France est complètement hors jeu. Un petit peu contrainte et forcée. D'ailleurs, on a vu avec l'histoire des gazoducs, finalement, les Allemands se sont couchés au lieu de réagir autrement. Oui, et les Polonais ont gagné. Donc, l'équilibre germano-polonais, si vous voulez, est en train de bouger. Et j'allais dire que le point d'ancrage américain majeur est peut-être en train de passer de l'Allemagne à la Pologne. Voilà. Quant à la France, nous, on est juste out of the game. Hein. Nous, voilà. Nous, on regarde les trains passer, on fait passer les plats aussi, on a plein de bonnes idées, de grandes idées, mais concrètement, on ne fait rien. On perd nos contrats. Alors qu'on avait quelque chose, on perd nos contrats, alors qu'on avait sur l'Ukraine une opportunité unique. Mais évidemment, il eût fallu... Avec les accords de Minsk, on avait quand même un devoir. Et même au moment de l'invasion, de tout de suite se mettre très très en avant dans la recherche d'une paix très vite. Mais pour ça, il aurait fallu pouvoir proposer à la Russie autre chose que juste être le petit télégraphiste de Washington et expliquer, alors voilà ce qu'avaient les Américains. Bon, non, ça ne marche pas comme ça. Tant qu'on n'est pas capable de prendre un risque, en fait, stratégique, qui est de faire un pas de côté. Ça ne veut pas dire sortir du bloc occidental, ça ne veut pas dire sortir de l'OTAN, ça ne veut pas dire ne plus être occidentaux, ça ne veut pas dire être pro-russe, ça ne veut rien dire de tout ça. Ça veut dire que la France doit être au milieu. Et elle a des atouts pour le faire. Mais certains ont félicité Emmanuel Macron d'ailleurs pour le fait qu'il ait eu un petit peu plus peut-être recherché de dialogue que le reste de l'Europe. Oui, mais je suis désolée de le dire, c'est notre président de la République, mais il n'est pas crédible aux yeux de Moscou. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas un interlocuteur crédible, parce qu'on sait très bien qu'il est en lien direct. Il n'est que le ménate, si vous voulez, de Washington. Voilà. Donc, il prend ses instructions, on discute d'une position occidentale, et puis après, il essaie d'arranger les choses. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est restabiliser la sécurité en Europe. Faire en sorte que la Russie considère qu'elle n'est plus menacée par l'avancée de l'Europe, neutraliser l'Ukraine stratégiquement, ça je suis désolée, mais je ne vois pas comment on va pouvoir arriver autrement. Et après, maintenant, le problème, c'est qu'on est allé tellement loin militairement dans le soutien à l'Ukraine, qu'on est dans une situation où je vois mal comment Moscou pourrait renoncer à ses acquis territoriaux aujourd'hui. Donc malheureusement, l'Ukraine, à mon avis, c'est une horrible prophétie, triste, mais devra, au moment où nous en arriverons à un point militaire où chacun comprendra qu'il faut s'arrêter et discuter, pour l'instant les Ukrainiens n'ont pas du tout compris ça, ils prétendent tout reprendre, totalement utopique là aussi, eh bien quand on en arrivera à ce point-là, il va falloir qu'on soit capable de porter des concessions et d'une certaine manière de reconnaître certaines choses. De reconnaître qu'on s'est trompé. C'est tout le problème et j'allais dire comment ne pas perdre la face. C'est valable pour Zelensky, c'est valable pour Poutine, c'est valable pour Washington. Et après, il y a bien d'autres enjeux qui sont économiques, qui sont d'équilibre plus large, qui sont de relations avec d'autres dossiers, l'Iran, la Syrie, la Chine. Jean-Louis Tremblay. Oui, ce que je constate dans ce conflit, il faut regarder les choses en face. Il faut se poser la question toujours, à qui profite le crime ?
Bon, à qui profite cette guerre, en l'occurrence ? 3 points. Je dis tout de suite, les États-Unis. Ça profite aux États-Unis. Pourquoi ? Le conflit a cassé les relations qui existaient effectivement entre l'Europe, notamment l'Allemagne, et la Russie, le fameux gazoduc. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, les Américains se sont substitués aux Russes dans l'approvisionnement en gaz. Et ça permet aux États-Unis d'écouler leur fameux GNL, le gaz naturel liquéfié, le gaz de schiste, qui, je rappelle, est extrêmement polluant à extraire, à produire. Donc maintenant, on s'aligne tous sur le gaz américain avec une flambée des prix. Parce qu'évidemment, il faut le transporter. Il faut le transporter des États-Unis jusqu'à x4. Donc l'Europe paye. 1. 2. L'Amérique gagne. Les profits énergétiques. 2. Le complexe militaro-industriel, puisqu'on le voit bien, les équipements qui sont demandés par l'Ukraine et même maintenant par les Européens, je pense aux Allemands, le choix de l'Europe de la défense, c'est n'importe quoi, ça n'existera jamais, puisque que font les Allemands ? Ils préfèrent acheter des hélicoptères aux Américains plutôt que de miser sur tous les projets de recherche et développement concernant l'hélicoptère européen. Donc il n'y aura pas d'Europe de défense, il y aura une Europe américanisée, comme elle l'est déjà d'ailleurs, parce que c'est un État américain en réalité. Et troisième point, évidemment, les céréales. Les céréales, on nous parle... attention, le tiers-monde a faim parce que à cause de Poutine, ils n'ont plus de blé, etc. L'Égypte est au bord de la famine. Oui, mais il y en a qui se frottent les mains, ce sont les fermiers du Middle West, qui en plus sont subventionnés par l'État fédéral. Enfin, c'est quand même incroyable au pays de l'ultralibéralisme. Donc voilà, le vainqueur pour l'instant, c'est les États-Unis sans se battre. Ça, c'est leur spécialité. Sans se battre. Voilà, ils se battront jusqu'au dernier Ukrainien. Alors, je voudrais, puisque malgré tout on avance dans cette table ronde, je voudrais qu'on aborde le dernier volet de cette table ronde, c'est-à-dire le monde qui vient. Faut-il craindre d'abord ce monde multipolaire qui vient ? Et alors, on va parler court terme, long terme. Court terme, les midterms. On est en plein dedans. Qu'est-ce que ça peut changer sur notamment la scène ukrainienne ? Et puis, évidemment, long terme, la renaissance de cette multipolarité qui, de toute façon, va revenir de fait. Hein, on la voit déjà, on la sent déjà. Elle est déjà là. On le voit à l'ONU, 92% des votes étaient opposés aux sanctions contre la Russie. Et on peut le voir, je pense que tout le monde peut le sentir. Enfin, les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient, finalement, s'alignent très souvent derrière la Russie. Et moi, la population, quand je prends un taxi, quand on prend des cours de conduite, etc., ces populations qui viennent du Maghreb, je peux vous dire qu'elles sont toutes derrière la Russie. Hein. Donc on sent, ça c'est une forme de ferveur populaire, mais on sent que tout le monde en a marre d'une forme d'hégémonie morale et évidemment avec tout le modèle capitaliste, etc. américain. Alors, mais pour revenir sur le début du volet, les midterms. Non. Oui. Vous vouliez faire ça. Alors dans l'autre sens. Oui. Non, mais le dernier point que vous avez évoqué est intéressant, c'est-à-dire ça ouvre le jeu pour les autres, pour tout un tas de gens qui sont dans des clientèles, des choses, des équilibres. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ne supportent plus l'alignement. Oui. Voilà. Il n'y a que nous, en fait. Hein. Nous, les Européens, on est très, très à l'aise avec l'allégeance totale. Enfin, nos présidents sont très à l'aise. Oui, nos présidents. Non, mais nous, je ne parle pas des peuples. Malheureusement, là aussi, il y a un gap. Mais il y a beaucoup de pays qui vont faire leur marché dans ces nouveaux pôles. Parce qu'il y a un processus de régionalisation, là. Ce n'est pas de la démondialisation, c'est plutôt de la régionalisation. Donc, ça peut effectivement être assez séduisant, ce qui est en train de se passer. Bon, autour de la Chine, autour de la Russie, autour aussi de l'Inde, autour de la Turquie. Enfin, il y a un certain nombre de pôles, là, maintenant, qui ont chacun leurs agendas et qui ont chacun un certain nombre d'États qui, sur certains thèmes, vont les rejoindre, sur d'autres, continueront à jouer, à ne plus mettre tous leurs œufs dans le même panier. C'est peut-être en ça que cette nouvelle polarisation est différente de l'ancienne. Bon. Alors après, votre premier, c'est les midterms. Alors là, je n'ai pas les derniers résultats. Non, mais si pour le moment, favorable aux républicains, mais on ne sait pas, on ne saura pas jusqu'à... Oui, mais sur l'Ukraine, ça dépend beaucoup de l'ampleur de la victoire républicaine. C'est-à-dire que si les deux chambres basculaient vers les républicains,
peut-être, peut-on espérer, parce que moi personnellement je l'espère, qu'il y aura un bémol mis à la profusion, à l'envoi totalement, à des sommes colossales promises et pour une part en cours de délivrance, d'aide et d'argent à l'Ukraine. Mais même peut-être pour faire un pied de nez, si jamais c'est l'équipe Trump, on va dire, enfin les républicains trumpistes qui sont gagnants dans cette histoire, peut-être que Trump, pour faire un pied de nez à son prédécesseur Biden, je rappelle que Biden est sur l'affaire ukrainienne depuis 2014. Alors, justement, c'est là où l'importance des midterms par rapport à l'Ukraine existe véritablement, puisqu'il y a tout un tas de menaces sur la famille Biden, tout simplement, qui sont liées, bien sûr, à l'implication du fils, mais aussi du père, dans un certain nombre d'affaires, liées au financement, déjà bien avant la guerre, de soutien à l'Ukraine, de préparation à l'Ukraine, etc. Au moins depuis 2014. Oui, à peu près. Il y a ça. On voit Victoria Nuland sur place pendant la manifestation distribuer des petits pains, et je pense qu'elle distribuait autre chose que des petits pains. Je n'y étais pas, mais bon. Alors, donc, il y a ça. Maintenant, je pense que les Américains, parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais le 6 novembre... il y a eu Jake Sullivan, donc le conseiller à la sécurité nationale américain, qui est allé à Kiev voir tout le monde. Et alors, on est en pleine conjecture sur ce qui a pu se dire. Ce qui est probable, c'est que les Américains ont besoin que les Ukrainiens aient une victoire pour justifier tout ce qui a été fait, tout ce soutien. Quel que soit, je dirais, le résultat des midterms, il va falloir justifier. Non, mais il va falloir justifier au Congrès tout ce qui a été fait. Et donné. Donc, une victoire, c'est celle qu'on espère à Kherson. C'est pour ça que Sullivan est peut-être allé dire à Zelensky, Coco, il est temps de passer à l'acte là maintenant, avec tout ce qu'on te donne, tout ce qu'on te fait, les 100 000 mecs en plus. Bon. La question, c'est que le terrain ne le permet pas pour l'instant. Supposer que les Ukrainiens en aient envie, c'est un autre sujet. Mais une fois qu'ils auront cette victoire, donc peut-être que cette offensive va être lancée dès que la météo le permettra. Une fois qu'il y aura cette victoire, le piège va se retourner contre les Américains, et contre Zelensky. C'est-à-dire qu'on devra lui dire à ce moment-là, maintenant, tu as eu ta victoire. Peut-être est-il le temps de passer à une phase de négociation et à revenir un peu à la raison. C'est-à-dire que même du côté démocrate, on sent, c'est ce qu'expliquait ici à ce micro Éric Denessé il y a peu de temps du CFDR, il y a aussi un ras-le-bol en fait. Mais il y a un ras-le-bol, mais surtout il y a une évidence, c'est qu'à un moment donné, militairement, la Russie va faire la différence. Si vous voulez, ça ne peut pas durer, sauf si l'OTAN s'engage demain matin... Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui sont sur le terrain, etc. Sous des prétextes assez fallacieux d'ailleurs. Mais à moins d'un engagement militaire, boots on the ground, de l'OTAN sur le terrain ukrainien de manière massive, la Russie a le temps pour elle. Et elle a, contrairement à tout ce qui est dit dans la propagande délirante dans laquelle nous vivons, elle a les moyens. Elle a les moyens de durer. La guerre, il faut durer. Voilà. Oui. Donc, même si elle perdait la ville de Kherson, ce qui aurait si elle se retirait, qu'elle laissait Kherson City, ça aurait des avantages, mais ça aurait aussi d'autres inconvénients, notamment symboliques et politiques. C'est pour ça que ça m'étonnerait que le président Poutine soit prêt à ça. Mais même si elle la perd, ça va continuer, ça va durer. Et l'Ukraine va perdre à la fin. Eh bien, on va suivre tout ça ensemble. Merci beaucoup, Caroline Galacteros, pour cet, on va dire, éclairage sur le monde de demain, en tout cas multipolaire, a priori, ça c'est sûr. Merci encore, Caroline Galacteros. Merci à vous, Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.